moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un sujet enfin d'actualité, qui sont les violences faites aux femmes. Donc, déjà, je vais introduire par ce qui a été pour moi, et pour beaucoup de femmes, je pense, et pour beaucoup de personnes, une bouffée d'air frais, un grand moment d'espoir, un grand moment d'inspiration. Ça a été à la suite de l'article dans Mediapart, l'entretien d'Adèle Haenel. Donc, en fait, Adèle Haenel, elle a été superbe, d'une intelligence et d'une finesse et d'une capacité d'analyse qu'on voit rarement à la télé sur ces sujets-là, parce qu'on donne rarement la parole aux personnes concernées et compétentes. Et elle a montré, surtout, le caractère intrinsèquement politique des questions des violences faites aux femmes et aux enfants. Voilà, parce que souvent, en fait, les violences faites aux femmes, quand on parle des viols, c'est aussi sur des enfants qui sont des femmes, enfin qui sont des filles. Pourquoi c'est une question politique? Déjà parce que c'est une question de la domination masculine. Donc la domination masculine, c'est le fait de considérer que parce qu'on a une certaine partie génitale et qu'on s'y identifie, on serait supérieur à d'autres personnes. C'est pas une question de point de vue individuel, c'est une structure qui place le masculin, les personnes identifiées comme des hommes, au-dessus des femmes dans une société. Pourquoi c'est une question de domination masculine? Parce que dans 90% des cas de violences faites aux femmes, c'est des hommes qui frappent et qui violentent et qui violent et qui tuent des femmes. Dans 85% des féminicides ou des tentatives de féminicide, les auteurs, c'est des hommes et les victimes, dans 83%, c'est des femmes. Donc c'est des crimes qui sont genrés. Et c'est genré pourquoi? C'est pas par hasard, c'est pas parce que les hommes sont naturellement, dès qu'ils naissent, plus mauvais que les femmes et plus violents que les femmes, ça c'est faux. C'est parce qu'il y a une structure de domination qui joue un rôle et qui a une fonction. Cette fonction-là, c'est de dire aux femmes qu'elles ne peuvent pas sortir de la place qui leur a été assignée. C'est-à-dire, ça envoie un message clair, c'est tu ne peux pas parler trop fort, mais tu peux pas ne pas non plus trop parler, pas du tout parler. Il faut que tu sois la bonne femme, il faut que tu s'habilles d'une certaine manière, il faut que tu sois couverte, mais pas partout. Par exemple, il ne faut pas que tu portes un foulard non plus. Il faut que tu sois sage et aimante et patiente, et il faut vraiment que tu sois une personne à l'écoute constamment. C'est-à-dire que tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas être en colère, tu ne peux pas être une hystérique. Et ça, ces assignations-là, c'est aussi par la menace physique, la contrainte physique qui, en fait, dicte vraiment le quotidien des femmes, parce qu'on apprend dès toute petite qu'on risque des violences parce qu'on est des femmes. C'est par ce système-là que ces assignations-là fonctionnent. Politique aussi parce que c'est un système politique qui permet la silenciation et l'invisibilisation de ces violences qui touchent une catégorie spécifique de la population qu'on appelle les femmes. Pourquoi c'est un système politique? Parce que du dépôt de plainte jusqu'à la décision de justice rendue, c'est un parcours souvent de violence, et trop souvent, et même systématiquement quasiment, de violence qui est faite aux femmes qui décident d'aller porter plainte. Pourquoi? C'est pas par un hasard, c'est pas parce que les juges et les policiers sont des personnes ignobles, c'est parce que c'est un système qui considère que le viol, que les violences faites aux femmes, que le féminicide, en fait, c'est pas la règle dans la société, c'est pas une norme, c'est une exception, c'est un fait rare, et que du coup, dès que ça arrive à une femme, il y a un état de choc, comme si en fait c'était pas possible, et la femme doit justifier de la chose terrible et improbable qui lui est arrivée. Donc c'est dire que en fait le viol, les féminicides, qui sont alors qu'une femme sur 10 est violée ou sera violée dans sa vie, alors que je crois une femme sur 4 est victime d'agression sexuelle, alors qu'une femme meurt tous les 2 jours sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Donc ça, c'est des données statistiques qu'on a qui donnent en fait la mesure du caractère structurel de ces violences-là. Et alors que c'est établi, on pense encore, le système juridique organise tout pour qu'on pense encore que le viol, c'est exceptionnel et que c'est le fait de monstres. Donc c'est le fait de Voldemort, de M le maudit, vraiment de personnes complètement monstrueuses, et c'est pas l'effet de notre boulanger, c'est pas le fait de notre père, c'est pas le fait de notre frère, c'est pas le fait de notre réalisateur préféré. Du coup, ça, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne
l'obligation pour les femmes de constamment se justifier alors qu'elles sont les victimes. Donc quand Nicole Belloubet, dans une interview au JDD récemment, a dit qu'il y avait des graves dysfonctionnements, en fait c'est sous-estimer encore ce qui se passe dans notre société, parce que quand tout ou une complexité d'acteurs et d'institutions mène à un même résultat qui est l'invisibilisation et la silenciation des personnes qui sont des victimes et qui sont des femmes, dans le cadre des violences sexuelles, on ne peut pas parler d'un dysfonctionnement, on peut parler d'un fonctionnement en fait cohérent. Et ce fonctionnement-là, il a une fonction, c'est vraiment de permettre et d'assurer ce qu'on appelle la domination patriarcale. Donc voilà. Politique enfin, parce que alors que toutes les femmes sont touchées, peu importe leur statut social, donc on peut être une famille riche et être victime de violences au sein du couple, comme les femmes pauvres. En fait, il n'y a pas de catégorie sociale qui ne soit pas touchée par ce phénomène-là. Selon notre catégorie sociale, selon notre statut, on n'a pas accès aux mêmes protections. Par exemple, les femmes SDF sont particulièrement vulnérables quant aux violences faites aux femmes. C'est une femme qui vit à la rue, qui est agressée ou violée toutes les 8 heures. Donc c'est au-dessus de ce qui se passe dans la moyenne nationale. Elle meurt à 46 ans, alors que les femmes, normalement, dans la moyenne nationale, vivent plus longtemps que les hommes. Là, quand on vit à la rue, la statistique a inversé. Donc les femmes meurent plus rapidement à la rue que les hommes à la rue. Et tout le monde à la rue meurt beaucoup plus tôt. Et c'est un quotidien de violence. Et d'ailleurs, si vous écoutez les récits des femmes à la rue, vous vous rendrez compte que c'est vraiment l'une des données structurantes de leur quotidien à la rue. Et puis, il y a d'autres femmes qui sont particulièrement vulnérables, et je donne que des exemples, mais il y a beaucoup d'exemples de différences de vulnérabilité face aux violences faites aux femmes. C'est les femmes étrangères dont le droit au séjour est lié à leur conjoint. Donc, deux cas où c'est particulièrement criant. Par exemple, pour les femmes réfugiées, en fait, si on est une femme de réfugiés et qu'on est venu dans le cadre de ce qu'on va appeler, pas le regroupement familial, mais une certaine forme de regroupement familial, en réalité, si on se fait taper dessus, si on est victime de violences au sein du couple, on n'a pas le droit à un titre de séjour. Donc voilà, donc ça c'est une des catégories. L'autre catégorie, c'est les femmes sans papier. C'est-à-dire que les femmes sans papier qui, au sein de leur couple, sont victimes de violences, qu'elles soient avec une personne avec un titre de séjour régulier ou pas, en fait, elles ont aucune raison d'aller à la police parce qu'elles ont peur qu'on remette en cause leur droit au séjour sur le territoire français. Donc, le cadre politique actuel va les inciter à se cacher plutôt qu'à dénoncer les situations de violence qu'elles vivent. Une autre catégorie de femmes qui est aussi particulièrement vulnérable face aux violences faites aux femmes, c'est les femmes handicapées. Pourquoi ? Déjà parce que c'est la catégorie de la population qui est le plus sujette aux violences. Donc, selon un rapport de l'ONU qui concerne le monde, c'est 4 femmes handicapées sur 5 qui seraient victimes de violences au sein du couple. Et aussi parce qu'en France, l'allocation adulte handicapé, donc la AH, est calculée selon les revenus du couple. Ce qui fait qu'en fait, si on est avec une personne qui a de hauts revenus, on va avoir une allocation qui va être plutôt basse. Et ça crée des liens de dépendance très très accrus entre la femme handicapée et la personne qui est potentiellement une personne violente à son égard. Donc ça incite pas non plus les femmes handicapées qui sont pourtant plus victimes de violences à dénoncer les violences dont elles sont les victimes. Ça, c'est un problème systémique, c'est aussi un choix politique. Donc c'est un choix politique de ne pas former les policiers, les policières à la prise en charge des plaintes des personnes victimes de violences. C'est un choix politique de ne pas former le corps judiciaire à la prise en charge et à la compréhension du caractère systémique des violences faites aux femmes. C'est un choix politique également de ne pas mettre en réseau tous les acteurs et les actrices qui permettraient une meilleure prise en charge des victimes. Et c'est toujours un choix politique de choisir comment on donne des droits au séjour, de choisir comment sont distribuées les ordonnances de protection, de choisir comment on calcule l'allocation adulte handicapé.
Mais puisque c'est politique, la bonne nouvelle c'est qu'on peut le changer, hein, donc c'est pas un état de fait, c'est pas un état de nature. Il y a plein de choses qui se font et qui permettent de voir que quand il y a des actions qui sont prises, la situation s'améliore. Il y a plusieurs personnes qui se sont, comment on dit, relevées les manches et qui se sont mises à mettre en action des plans. Donc il y a à Dax par exemple, on en parlait ce matin, un protocole qui est mis en place pour prendre en charge des femmes qui sont visiblement victimes de violences au sein de leur couple, mais qui ne viennent pas sous ce prétexte-là, pour qu'elles soient mises, avant de partir, en contact avec des associations qui s'occupent des violences faites aux femmes. Il y a à Saint-Denis, à l'hôpital de Saint-Denis, la Maison des Femmes, où on a mis en réseau des artistes, des travailleuses sociales, des médecins, des conseillers juridiques, pour prendre en charge la complexité de ce que ça implique d'être une personne vulnérable, victime de violence. Ça aussi, ça marche bien. Et puis, il y a tous les collectifs qui font des affiches dans la rue pour dénoncer l'inaction coupable et le choix politique de ne pas agir du gouvernement et des gouvernements successifs. Vous avez vu les affiches féministes qui sont en train de se faire poursuivre devant la justice, hein. Donc les collectifs se font poursuivre devant la justice parce qu'elles dénoncent un État qui ne devrait pas être un État acceptable de violence qui nous est faite parce qu'on est des femmes. Et puis, il y a bien sûr toutes les associations qui accompagnent les victimes et tous les collectifs, les chercheurs, les sœurs, les familles qui sont un réseau d'appui pour la reconstruction des personnes qui sont victimes de violences. Et moi, par exemple, il y a aussi des soutiens ou des clés de compréhension qui m'aident. C'est, par exemple, ce bouquin, déjà, Kindred, de Octavia Butler, qui est un livre de science-fiction, un peu, et qui aide à comprendre le caractère intrinsèquement politique et viscéralement politique des violences sexuelles faites aux femmes. Donc ça, c'est vraiment un conseil de lecture, c'est passionnant, ça se lit hyper rapidement, parce qu'en fait, on est accro. Donc il y a ça, il y a bien sûr race, classe, genre, c'est pas du tout le nom, femme, race, classe, je crois, de Angela Davis, qui est aussi un livre qui explique bien la question des violences faites aux femmes. Et il y a le livre de compilation d'essais qui a été compilé par Diane H. Russell, qui s'appelle Femicide, The Politics of Woman Killing, qui est l'un des premiers ouvrages où on parle de fémicide, et donc qui donne une définition du fémicide comme le fait de tuer des femmes parce qu'on est des femmes, et qui est aussi l'un des ouvrages fondateurs concernant la question des violences faites aux femmes. Donc ça, c'est pour la bibliothèque. Si vous voulez aller voir des films, et si vous, il y a le film de Ken Loach, Lady Bird, qui est vraiment très très bien. Il y a Sans toi ni loi de Feu Agnès Varda, qui parle justement d'une femme sans abri et qui donc suit son parcours à la rue. Et il y a bien sûr New York, unité spéciale, qui traite d'un vrai cas d'une unité spéciale pour les victimes qui a été mise en place à New York et qui donne vraiment des exemples pléthoriques du traitement de la justice, de possibilités de faire autrement un accueil aux victimes, et qui en est à sa 21e saison. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont regardé, ça a donné aussi des clés de compréhension sur les questions des violences faites aux femmes, même si c'est pas parfait parce que c'est une série. Voilà.